Bonjour, nous sommes le dimanche 11 novembre et pas n'importe quel 11 novembre, le 11 novembre 2018, c'est-à-dire un siècle après une énorme boucherie, un carnage extraordinaire, avec des millions de personnes qui sont mortes, des jeunes soldats, mais pas seulement des jeunes soldats. À certains endroits dans cette guerre civile européenne, comme on l'a appelé, il y a des gens qui sont venus qui n'avaient pas envie de venir, ceux qu'on a fait venir d'Afrique, ceux qui sont venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, des États-Unis, pour se joindre au grand massacre. Et chez nous, ce sont surtout des populations, effectivement, de soldats qui sont morts, mais en quantité absolument considérable, avec des dizaines, des centaines de milliers, des millions de jeunes hommes. Et dans d'autres pays, ce sont surtout les populations civiles qui ont écopé, comme en Turquie, où il y a eu là des millions de morts civiles. Voilà, une occasion donc de penser, mais c'est pas ça qui nous manque. Les occasions de penser, malheureusement, ne nous manquent pas. Et moi, j'ai eu personnellement l'occasion de beaucoup réfléchir ces 3 jours de la semaine dernière, mardi, mercredi et jeudi, où j'ai parlé de mon dernier livre. Et voilà, je vous le montre. Vous connaissez peut-être ça, Défense, illustration du genre humain. J'ai parlé de ça à des différents auditoires. Vous êtes venus, vous les lecteurs du blog, vous pouviez venir aussi bien à Lille mardi que vous pouviez venir aussi à Paris jeudi pour vous joindre à un petit groupe de psychanalystes. Et dans une pièce où on pouvait mettre 25 personnes, vous étiez bien 50, mais ça s'est très très bien passé. Ce que j'ai tiré, moi, de l'enseignement que je tire du fait d'avoir parlé de ce livre 3 jours de suite, c'est la chose suivante, et elle aurait déjà pu m'apparaître à partir des comptes rendus, j'allais dire des critiques, mais c'est pas des critiques, je vais vous expliquer pourquoi, des comptes rendus qui ont été faits de ce livre. Ce livre n'a pas produit de critique, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Personne n'a pris la peine de dire que ce livre n'est pas bien d'une manière ou d'une autre, ce qui veut dire que ceux qui l'ont lu peuvent considérer qu'il n'y a rien à en tirer. Ou bien que voilà, ou bien qu'il faudrait en dire beaucoup de bien. Ce qui a été le cas de deux personnes. Deux personnes en ont dit un tel énorme bien que j'étais un peu gêné à lire leur texte, mais ils ont été très isolés. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, sur quoi cela attire-t-il mon attention? De la même manière que mes contacts avec vous ces 3 jours de la semaine écoulée, c'est que c'est un livre qui est très exigeant. Il est très exigeant parce qu'il demande une conversion. Il demande à celui qui va souscrire aux thèses de ce livre, il demande de changer sa perspective de vue sur les choses de 5 ou 6 manières différentes, je n'ai pas compté, mais il oblige, et non seulement de changer de perspective sur 5 ou 6 choses très importantes dans notre vie, mais de les combiner de la manière que je suggère. Et à ce moment-là, c'est autre chose qui apparaît. C'est tout à fait autre chose. C'est une autre représentation non seulement du monde, mais aussi de ce qu'est notre espèce, le genre humain, à l'intérieur de ce monde, et le rapport que nous avons avec les choses qui sont extérieures ou même celles que nous produisons et que nous avons une tendance extrêmement nuisible à appeler artificielle, et qui nous sommes à l'intérieur même de ce cadre, avec la vision un peu décentrée que nous ont produit différentes révolutions de la manière de voir les choses, Darwin à une époque, Freud à une autre, et ainsi de suite. Et là, pourquoi est-ce que je prône cette autre manière de voir les choses? Bien entendu, parce qu'elle me paraît être l'alternative. Et elle me paraît même être la seule alternative qui donne une petite chance de survie à notre espèce à la surface de la Terre. Parce que qu'est-ce qu'on a en ce moment? Je vais aller rapidement. Je vous rappelle des choses que vous savez déjà. On a d'une part, on a un ultralibéralisme conservateur qui dit aux gens qu'il n'y a pas de problème, qu'il suffit d'un peu de détermination, un peu de bonne volonté, un peu de force de caractère, de traverser la rue pour trouver un bon emploi. Si on est pauvre et qu'on n'est pas content, ben on n'a qu'à travailler un peu plus et puis on cessera d'être pauvre et tout s'arrangera. Une représentation qui va à l'encontre de toute description, je dirais, réaliste du monde tel qu'il est. Pour autant qu'une représentation de ce type-là ait jamais existé, en tout cas elle n'existe plus maintenant. J'ai déjà attiré l'attention sur le fait que les gens qui disent comme ça, à traverser la rue, vous allez trouver l'emploi qui vous convient, ou vous allez devenir riche, vous allez devenir milliardaire. S'ils y croient, bon, c'est grave en soi, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas accès à une information, je dirais, fiable sur le monde tel qu'il est. S'ils mentent, s'ils disent ça en sachant que c'est pas vrai, à ce moment-là, j'ai déjà employé le mot de criminel et je n'hésiterai pas à le réutiliser.
Et en face de ça, il y a une opposition qui apparaît, c'est une opposition qui manque de moyens, de représentation, qui tombe facilement dans des thèses complotistes, qui relie ces thèses complotistes par des pointillés, faute de mieux. Et ça, je le dis souvent, souvent parce qu'on refuse à une opposition à cet ultralibéralisme, on refuse les moyens d'avoir accès à l'information et à des théories dignes de ce nom. Et on produit, et on soutient en particulier, quelque chose qu'on essaye de vendre au public sous le nom de science économique, et qui est un simple discours idéologique qui sert essentiellement aux financiers pour dire au reste du monde, aux politiques pour commencer, et au reste du monde par la suite, laissez-nous faire, on a compris comment ça marchait, et c'est très très compliqué, il ne faut pas que vous en occupiez, et de toute manière, il n'y a pas moyen que ça fonctionne autrement. Et ça, là aussi c'est criminel, ça aussi. C'est pas simplement que la science entre guillemets économique soit quelque chose voilà, c'est des choses auxquelles on croit ou on ne croit pas, comme l'astrologie. Non, c'est criminel parce que c'est l'armature, c'est l'outil. C'est l'outil intellectuel qui est utilisé par des gens pour nous imposer un certain type de solutions auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes et auxquelles les prix Nobel d'économie ne croient pas non plus quand ils nous proposent des solutions admirables en termes de logique de profit qui nous permettent de ne faire augmenter la température à la surface du monde que de 4,5 degrés. De qui se moque-t-on en donnant des prix Nobel d'économie à des zouaves de ce type-là? Je reprends un vocabulaire un peu tintinesque. Alors d'un côté on a ça, et par ailleurs on a des gens de bonne volonté qui essayent de vivre dans les interstices de ce système en disant c'est pas pour nous, on s'en occupe pas, mais qui n'utilisent que des solutions absolument individuelles. Je vais vous lire un petit passage d'un truc qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Je remercie la personne qui m'a signalé ça. C'est quelqu'un qui écrit « Qui aurait été assez insensé pour croire que le recyclage aurait pu arrêter Hitler, que le compostage aurait pu mettre fin à l'esclavage ou nous faire passer aux journées de 8 heures, que couper du bois et aller chercher de l'eau au puits aurait pu sortir le peuple russe des prisons du tsar, etc. » C'est un certain monsieur Derek Jensen, c'est un militant écologiste américain, mais c'est un militant écologiste de choc, comme je dirais politique, comme vous avez pu le voir dans le passage qu'il vient de citer. Il dit, il nous explique, la culture de la consommation et la mentalité capitaliste nous ont appris à prendre nos actes de consommation personnelle ou d'illumination pour une résistance politique organisée. Et là, il attire l'attention sur quelque chose que vous savez. Ce sont ces gens qui vous disent, eh bien voilà, moi je prends des solutions individuelles de ce type-là, et si tout le monde faisait pareil, eh bien nous irions tous ensemble dans la bonne direction. En mettant entre parenthèses qu'il faudrait au moins que des centaines de millions de personnes aient la possibilité de le faire de la même manière, ou si pas des milliards. En mettant entre parenthèses le fait qu'il faudrait, que ça ne pourrait être appliqué, que ça ne pourrait être un impératif catégorique, comme disait Kant, quelque chose qu'on ne peut appliquer que parce que ça s'applique à tout le monde, en mettant entre parenthèses qu'il faudrait des centaines de millions ou des milliards de personnes qui soient en position de le faire, on ignore la possibilité d'une solution. Il y a trop d'endroits au monde, pour prendre un seul exemple, où les terres sont polluées et où faire un jardin dans son jardin serait très extrêmement dangereux. Je vous ai raconté à l'époque, c'était il y a quelques années, un ami à moi qui m'en parlait de ce type de solution et qui m'avait expliqué que là où il se trouvait, il n'avait pas la possibilité, malheureusement, lui, d'appliquer ces bons principes, parce que la terre dans la ville de Liège où il habite est tellement polluée qu'elle a été polluée pendant des centaines de siècles et il faudra encore, au moins des dizaines d'années pour la dépolluer, que ce genre de choses n'est pas possible. Et ce que je vois maintenant est un peu dommage, c'est que ces personnes qui sont un peu, je dirais, coincées dans des solutions purement individuelles, évolue pour la plupart vers une représentation du monde qui est elle aussi de type individualiste, c'est-à-dire le mode de pensée survivaliste. Bon, on n'arrivera peut-être pas, effectivement, on n'est peut-être pas assez nombreux à vouloir aller à vélo ou à faire planter des courgettes sur notre balcon, etc. Ça fait rien. Alors, si, c'est grave, mais on va quand même s'arranger. Et on va s'arranger en petits groupes qui vont respecter ce genre de principes et qui vont se défendre et qui vont organiser des oasis, etc. Et là encore, ça portera peut-être, dans le meilleur des cas, sur des petits groupes d'isolats qui vont pouvoir vivre de telle et telle manière, mais
s'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'atmosphère, s'il y a trop de gaz qui sont des gaz toxiques pour nous, s'il on trouve plus d'eau potable et en quantité suffisante dans le monde, si ce que nous appelons les aliments assimilables ne sont plus en quantité suffisante, voir le film La Route, il n'y aura pas de groupe survivaliste qui s'en sortira. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ce que j'espère moi, ben, c'est que on va adopter mes propositions de changer la manière de regarder le genre humain, comment il se situe dans le monde, ce qu'il est, est-ce que sont les individus, les sujets à l'intérieur de ça, et qu'on va pouvoir là retrouver des questions, des solutions aux questions que nous nous posons. Et là, ce sont pas nécessairement des réponses, je dirais, inattendues, dont on n'a jamais entendu parler. On va retomber, à mon avis, sur pas mal de choses qu'on connaissait déjà à une époque sous le nom de socialisme utopique, probablement. C'est la manière, ou socialisme petit bourgeois, si je pense à Sismondi. Qu'est-ce que c'est que ces termes de socialisme utopique? Qu'est-ce que c'est que ces termes de socialisme petit bourgeois ou de socialisme chrétien, etc.? Ce sont les termes péjoratifs utilisés bien entendu, par Marx et Engels dans le manifeste communiste. Il faut peut-être se débarrasser une fois pour toutes de ces qualificatifs infamants, et se dire que c'est là peut-être qu'il y a les sources d'inspiration les plus importantes pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on puisse faire un monde comme ces gens ont essayé de décrire. Les choses ont changé considérablement, nous sommes plus nombreux, la technologie nous permet de faire un certain nombre de choses. Il y a dans ce socialisme utopique, petit bourgeois, etc., un peu d'illusion sur la nature humaine qui serait peut-être meilleure qu'elle ne l'est en réalité, mais il y a là il y a là un terreau fertile. Et j'espère qu'avec mes 5 ou 6 petits changements de paradigme, avec mon regard différent, le regard différent que je propose sur la manière dont nous sommes et dont nous pourrions être, et qui provoque la conversion de quelques personnes, et ce qui est très très encourageant, qu'on pourra provoquer la percolation, c'est-à-dire le fait que des petites conversions de ce type aient lieu de voisin à voisin, de parent à parent, et que nous pourrions peut-être aller rapidement vers la bonne direction. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il y a des gens qui sont, je dirais bien, les 4 fers dans les solutions de type se débarrasser de telle ou telle minorité pour faire avancer les choses, etc. Ce sont des gens qui feront difficilement machine arrière, mais on peut pas se permettre le luxe de dire on va mettre un certain nombre de personnes de côté pour la solution du genre humain, de sa survie à la surface de la Terre, dans un monde où on retrouverait de la diversité, où on reproduirait ce paradis terrestre qu'on aurait pu faire, et qu'on a peut-être connu d'ailleurs, comme le disent certains, à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs. C'était peut-être ça, on n'aurait peut-être jamais dû en sortir, on n'aurait peut-être dû jamais planter du blé et essayer de s'adapter à ça, et ainsi de suite. Mais il est un peu tard pour envisager ce type de solution. Il faudra trouver des solutions avec 7 milliards de personnes. Et pour ne pas prendre des raccourcis comme de nous dire oui, mais il y a des solutions qui sont possibles avec etc. Et quand j'ai fait le calcul l'autre jour pour quelqu'un en disant oui, mais comment est-ce qu'on pourrait faire? De combien faudrait-il baisser le nombre d'humains à la surface de la Terre pour que votre solution optimiste soit envisageable? Il faudrait réduire par, je dirais, approximatif, hein. Il faudrait quand même réduire d'un facteur de l'ordre de 1 d'un millième, de 1000 fois à 10 000 fois. Et donc ça c'est quand même énorme, c'est quand même très difficile à faire. Allez, on va essayer, tant qu'on peut, on va essayer quand même de sauver le genre humain à la surface de notre planète, qui est si belle, même quand on fait des anniversaires tragiques de la manière peu subtile dont nous essayons de résoudre notre problème. Voilà, j'ai trouvé une périphrase pour remplacer le mot que je m'apprête à vous dire. Allez, passez un bon dimanche.